La vie de Jean Altin est à regarder avec prudence, tant elle a fait l'objet de contradictions et d'hésitations. Il ne s'agit pas ici d'un récit historique, mais plutôt d'une histoire, où se mêlent Orient et Occident, Perse et Provence, terre et Garance, et dont chacun pourra extraire sa propre vérité. Il s'agit surtout d'une œuvre personnelle ayant pour seul objet de faire partager un intérêt particulier pour l'histoire de mon village, Alten des Palus. « 2015, Alten des Palus a 170 ans. Pas même 2 fois centenaire, ce village n'est qu'aux prémices de son adolescence. Il porte pourtant déjà une riche histoire, celle d'un homme dont il honore le nom, Jean Altin. Mais qui était Jean Altin? C'est là une question qui a animé la tradition populaire et donné naissance à de nombreuses fables tandis qu'elle opposait les historiens. De son vivant, les soupirs et les plaintes de Jean Altin n'ont trouvé aucun écho sur cette terre qu'il avait adoptée pour patrie et qu'il a dotée d'immenses richesses. L'historien Alphonse Rastoul écrivait pourtant en 1837 « Pour le midi de la France, le nom de Jean Altin doit être aussi sacré que celui de Christophe Colomb pour l'Espagne, de James Watt pour la Grande-Bretagne, de Jacquard pour Lyon. » Il faut croire que la postérité l'aura entendu puisque, en 1845, naissait le village d'Alten des Palus, dont le nom honorait à la fois Jean Altin, mais aussi les Palus dont il avait fait choix pour y développer une nouvelle et florissante culture, celle de la Garance. Quel que soit le portrait que l'on dresse de cet homme, une constante demeure. Son histoire tient du roman et pourrait faire l'objet d'un film. Peu importe que Jean Altin paraisse sous les traits flatteurs d'un visionnaire, dévoué à sa mission, qui apporte en France au péril de sa vie une précieuse semence, qui ne recueille pour prix de sa vie que l'ingratitude de ses contemporains et s'éteint dans un affreux dénuement. Peu importe qu'il ait été qualifié au contraire de vulgaire aventurier qui se réfugie en France pour échapper à la servitude, un bigame qui ruine et délaisse sa femme et son enfant pour se remarier, au mépris des lois du pays où il reçoit l'hospitalité. Certes, Jean Altin n'était peut-être pas un héros de désintéressement, mais il ne serait pas juste de trop exiger d'un étranger proscrit et élevé dans l'esclavage presque dès son enfance. Il suffit de dire, à sa gloire, qu'il eut foi en ses idées et que ses efforts persévérants parvinrent à le tirer de la misère, tandis qu'ils ont transformé l'agriculture d'un département et enrichi l'industrie française. Mais à quoi tient donc cette ambivalence du personnage de Jean Altin? Certainement d'une part au fait que les hommages ont tardé à venir, mais aussi au crédit que certains ont accordé à l'un des rares vestiges de son existence, à savoir la narration de sa vie par l'une de ses filles, Marguerite Altin, dans un texte paru vers 1789. Ces supplications avaient pour objet d'obtenir le secours des Comtadins, afin d'espérer échapper à la misère de sa condition. « Une femme infortunée gémit parmi vous dans l'oubli le plus profond et dans la misère des plus grandes. Et vous jouissez en paix des bienfaits que le ciel daigna répandre sur vous par la main de son père. Sa fille, dis-je, languit en ce jour dans une triste servitude, et gagne à peine un pain qu'elle humecte de ses larmes. » Les jours de Marguerite s'achevèrent pourtant dans la détresse et l'amertume des privations lorsqu'elle mourut à Avignon en 1796. Ainsi Jean Altin ne laissait de lui qu'un roman tracé par la main complaisante de sa fille et accepté avec ferveur malgré ses invraisemblances, par l'imagination populaire qu'émouvait déjà le sentiment d'un grand progrès accompli. Quoi qu'il en soit, ce texte fut le point de départ de ses biographies, et l'on excusera cette propension de Marguerite à exulcorer la vie et le personnage de son père, tant le sujet, le cadre et l'époque de ses origines suscitaient cette romance. Un cadre similaire avait bien inspiré Montesquieu lorsqu'il rédigea ses lettres persanes parues en 1721. Il est vrai qu'alors, en ce siècle des Lumières, le monde oriental recevait les faveurs de l'Europe tandis que se resserraient les liens diplomatiques entre la France, la Perse et la Turquie. En témoigne la popularité des Mille et une nuits, contes arabes traduits pour la première fois en français en 1704 et livre le plus lu en Europe au XVIIIe siècle. La Perse, l'Orient, les Mille et une nuits, c'est tout un univers qui s'ouvre devant notre imaginaire. Ce sont les princes, les sérails, les harems, l'exotisme, les soieries, les danses. L'univers de Jean Altin, c'est aussi celui des Arméniens, un peuple riche d'une histoire et d'une culture plus que millénaire. Fort de cet héritage, Altin suivit le chemin tracé vers Marseille et la France, sans doute porté par ces mêmes qualités qui lui permirent de persévérer dans ses projets et mener une vie dont nous parlons encore près de 200 ans plus tard. Voilà en quoi l'histoire de Jean Altin tient du roman, et voilà pourquoi elle méritait d'être à nouveau honorée par les habitants d'un village
qui porte son nom depuis 170 ans. Mais qui était Jean Altin? Une chose est certaine, son nom de naissance n'était pas Jean Altin. Nous verrons dans quel contexte le choix de ce nom s'est finalement imposé, et avant cela, le désignerons sous le nom de Hovhannes Altounian. Hovhannes était arménien. De nombreuses sources situent sa naissance à Djahouk, un village dont on trouve peu de traces aujourd'hui entre les empires perses et ottomans, dans une région qui deviendra plus tard le Nakhitchevan, république autonome de l'Azerbaïdjan. Le nom de Djahouk apparaît bien dans un texte qui retrace l'histoire du peuple arménien et indique qu'au Moyen-Âge, la Grande Arménie se composait de 15 provinces, dont le Sionik au nord de l'Arax, Djahouk et Gapan, les villes de Nakhitchevan, Djoulfa et Ordubad. D'autres sources font figurer la naissance de Hovhannes dans la ville de Djoulfa. Une homonymie interpelle alors, puisque d'autres ont aussi indiqué qu'il serait un Arménien catholique de Julfa ou même d'Ispahan. Mais Ispahan est une ville située bien plus au sud, au cœur de l'actuel Iran. La Julfa dont il est question est en réalité un quartier de cette ville d'Ispahan, dont l'origine remonte au XVIIe siècle, lorsque le roi perse Shah Abbas décida de déporter les Arméniens établis dans la ville de Djoulfa du Nakhitchevan vers sa nouvelle capitale, Ispahan, qu'il venait de créer. Un texte de 1731 mentionne les ruines de Djoulfa, cette ancienne ville qu'Abbas le Grand dépeupla entièrement pour en transporter les habitants près d'Ispahan, dans la nouvelle Julfa qui fait le plus grand faubourg de la capitale et le plus riche quartier par le commerce des Arméniens. Djahouk, nouvelle ou ancienne Djoulfa, il paraît bien impossible de définir avec certitude le lieu exact de la naissance de Hovhannes Altounian. Nous situerons donc simplement ses origines à la lisière du plateau d'Arménie, dans cette vaste plaine de l'Arax, région de hauts plateaux creusés de profondes vallées, qui s'étend jusqu'au point culminant du mont Ararat que les Persans nommaient la montagne de Noé. Cette montagne entourée de vallées serait en effet le berceau de l'humanité, la cime sacrée ayant reçu l'arche de Noé lors du déluge, dont les hommes et les animaux descendirent pour peupler le monde. C'est aussi à une vingtaine de kilomètres au sud de cette montagne que se trouve le surprenant site géologique de Durupinar, où beaucoup ont cru voir le vestige de cette fameuse arche. C'est donc auprès de ces lieux chargés d'histoire et de mysticisme que naquit Hovhannes Altounian en 1709 ou 1712. Pourquoi ces deux dates? Car là encore Hovhannes n'a pas livré tous ses secrets. Cette hésitation entre deux dates de naissance tient à deux actes d'état civil. En effet, son acte de décès mentionne qu'il aurait eu environ 65 ans en 1774, situant ainsi sa naissance en 1709. En revanche, selon son acte de mariage, il aurait eu 29 ans en 1741, ce qui le faisait naître en 1712. Hovhannes serait le fils de Bogos Altounian et Catherine Nadrecha. Il semble que sa famille était d'un milieu social sinon prestigieux, du moins suffisamment favorisé pour garantir un certain niveau d'éducation. Toutes les sources s'accordent à dire que le père de Hovhannes aurait été assassiné alors qu'il n'était qu'un enfant. Les circonstances de cet assassinat sont obscures et d'autant plus troubles que nombre d'historiens ont affirmé de les savoir liés à deux personnages fréquemment cités, Nadir Shah ou Tamas Kuli Khan. Ces deux personnages ne sont en réalité qu'un seul et même homme, un guerrier perse qui s'est rendu tristement célèbre sous ces deux noms. Or, si ce chef de guerre était en effet connu pour ses faits d'armes à l'époque supposée du massacre de la famille de Hovhannes, entre 1723 et 1726, il s'est réellement illustré plus tard, avant d'accéder à la tête de l'Empire perse. Il convient ici de rappeler le contexte de l'époque, afin de mieux appréhender la situation de l'Arménie, cette porte ouvrant la voie vers le Caucase et source de convoitise pour tous ses voisins. L'Empire perse était dirigé jusqu'en 1722, Hovhannes avait alors entre 10 et 13 ans, par le lascif Shah Hussein, un prince mou, faible, naturellement paresseux, cherchant la retraite et la vie douce, simple instrument entre les mains de ses eunuques et ministres. Or, un des principaux chefs afghans nommé Mirveis, qui avait passé quelques années à la cour de Perse, comprit bientôt combien il serait aisé d'affranchir la nation de la domination persane. C'est ainsi qu'en 1722, après la reddition du faible Shah Hussein, les Afghans prenaient possession de la quasi-totalité de l'Empire perse. La disparition subite de la puissance perse laissait un vide que les Russes et les Ottomans cherchèrent aussitôt à combler. Les Ottomans avaient tenté plusieurs fois inutilement de s'emparer de toute l'Arménie et n'avaient jamais trouvé de plus belle occasion d'en venir à leur fin que celle des derniers troubles de Perse. En effet, tandis que les Afghans désolaient l'intérieur du royaume, les Turcs se jetèrent sur les deux Arménies persanes et les conquirent sans peine. Peu après s'être rendus maîtres de l'Arménie en 1723, les Turcs menacèrent d'entrer en guerre contre les Russes et pénétrèrent en Géorgie. La guerre paraissait certaine, elle fut cependant évitée. Le 12 juin 1724, la Russie et la Turquie signaient à Constantinople un accord par lequel elles se partageaient les dépouilles de l'empire safavide. La Turquie se voyait reconnaître la possession de la Géorgie, de l'Arménie, du Chirwan, du Daghestan et même de l'Azerbaïdjan.
L'Arménie subissait donc la domination turque à l'époque présumée du décès du père de Hovhannes, alors que les Perses tentaient de reconquérir les territoires perdus et n'y parvinrent qu'aux environs de 1730. C'est alors qu'intervient Nadir Kouli, un chef de voleurs réputé pour sa tyrannie qui fut nommé général dans l'armée du prince Tahmasp, le fils de l'ancien roi de Perse Shah Hussein qui avait capitulé en 1722. Pour répondre à l'affection du prince, Nadir Kouli quitta son nom de Nadir et se fit appeler Tahmasp Kouli Khan. Kouli en persan signifie esclave, Khan veut dire prince. Ainsi, Tahmasp Kouli Khan voulut déclarer par ce nouveau titre qu'il était l'esclave de Tahmasp et entièrement dévoué à ses ordres. C'est grâce à l'intervention de ce général que le prince put reconquérir la Perse. Voilà ce que connut Hovhannes Altounian à l'aube de son adolescence, des temps de guerre cruelle et des déportations incessantes au gré des envahisseurs. Certains disent qu'après le massacre de sa famille, Hovhannes aurait été déporté par les Ottomans, au pouvoir en Arménie. D'autres qu'il aurait tenté de fuir et serait tombé aux mains de nouveaux bourreaux, qui l'auraient vendu comme esclave. Quoi qu'il en soit, il n'a dû trouver que souffrance et désolation dans sa nouvelle condition, tant l'esclavage pouvait être synonyme de cruauté et de barbarie. Une chose est certaine, c'est qu'il fut emmené en captivité en Anatolie, ce territoire situé à l'ouest de la Turquie et que l'on désigne aussi sous le nom d'Asie mineure. Il y serait demeuré pendant 12 ans, travaillant dans les champs de coton, mais aussi de garance. Hovhannes précise d'ailleurs lui-même le lieu exact de sa captivité dans le projet d'une plantation de coton qu'il rédigeait en 1750, à savoir la ville de Kayseri en Turquie pendant plus de 12 années que j'y ai demeuré. Kayseri est située dans la région de Cappadoce. C'est là, au pied du mont Hersiès, dans ce paysage lunaire que Hovhannes Altounian a passé en captivité une dizaine de ce qui aurait dû être les plus belles années de sa vie, travaillant aux champs, cultivant coton et garance. Ainsi, Hovhannes avait déjà connu la guerre, le meurtre, la déportation, l'esclavage et le travail forcé. Mais la dure condition de l'esclavage ne put abattre son courage, ni arracher à son cœur les souvenirs du passé, l'espoir d'un meilleur avenir. Doué de ce caractère persévérant, de cette énergie réelle que les obstacles excitent, que l'esclavage fortifie, il parvint à fuir la demeure de son maître. Hovhannes s'enfuit donc, mais rien ne l'attendait plus sur les terres qu'il avait vues naître. Son salut se trouvait en France. Il devait rejoindre la Méditerranée, dans l'espoir d'embarquer sur un navire. Or, il ne pouvait traverser l'Anatolie seul et parcourir ainsi près de 1000 kilomètres. Il a donc probablement rejoint l'une des nombreuses caravanes venues de Perse qui traversaient la Turquie afin d'atteindre les ports. C'est ainsi qu'il parvint à la ville de Smyrne, aujourd'hui appelée Izmir, qui était à cette époque une des villes les plus florissantes du monde. Dans ce bazar du Levant, le commerce français exerçait une puissante influence. De nombreux textes renseignent qu'il aurait ensuite été envoyé en France par le marquis d'Antin, ambassadeur français près la Sublime Porte, référence à la porte d'honneur monumentale construite à Constantinople, aujourd'hui nommée Istanbul. Ce marquis d'Antin semble tirer des supplications rédigées par Marguerite, la fille de Hovhannes, dans lesquelles celle-ci indique que le dit marquis, ayant eu connaissance du mérite du jeune esclave, lui permit de gagner la France sur un vaisseau de l'État. Cette information fait ressortir de nouvelles contradictions. En effet, l'ambassadeur de France en poste à Constantinople à cette époque était le marquis Louis Sauveur de Villeneuve. D'autres textes indiquent que ce serait au contraire un consul français qui lui aurait apporté son aide. Or le consul établi à Smyrne se nommait Gaspard de Pelleran, là encore point de marquis d'Antin. Une chose est certaine cependant, c'est que Hovhannes n'aurait pu embarquer sur un navire sans recevoir à tout le moins l'aide d'un diplomate français. Il aurait également été soutenu par des missionnaires, puisque de nombreux textes évoquent l'aide qu'il aurait reçue de frères dominicains. Dans ses supplications, Marguerite Altin renseigne qu'il aurait rencontré ces dominicains à Marseille. Certains textes indiquent au contraire que cette rencontre aurait eu lieu à Smyrne et que Hovhannes serait entré en contact avec le consul par l'intermédiaire de ces religieux. Qu'il s'agisse de Smyrne ou de Marseille, il semble donc bien avoir bénéficié de l'aide d'un diplomate français et de dominicains qui lui ont permis d'embarquer sur un navire en partance pour la France. Ainsi, après avoir vécu une enfance traversée de 1000 tourments, après avoir quitté ses racines arméniennes pour parcourir l'Anatolie ottomane, Hovhannes Altounian découvrait la mer Méditerranée, qui devait le porter vers un improbable destin sur une terre inconnue. Nous sommes aux environs de 1739, Hovhannes Altounian a 27 ans. C'est un monde nouveau, inconnu, qui s'ouvre devant l'étranger. Peut-être a-t-il pensé, en arrivant sur le port de Marseille, comme Rica, le personnage de Montesquieu dans les lettres persanes, « Les Français, ils courent, ils volent. Les voitures lentes d'Asie, le pas réglé de nos chameaux, les feraient tomber en syncope. » Climat, mode de vie, culture, langue, tout est à réapprendre, à apprivoiser. Hovhannes doit se fondre dans cette ville bigarrée et cosmopolite de Marseille et surtout trouver un moyen de subsistance. Il aurait alors exercé le métier d'étameur de cuivre.
Mais le persan venu d'Orient ne devait pas longtemps se contenter d'un destin si rudimentaire. Hovhannes Altounian était jeune et beau, quoique sa taille ne fût pas très élevée. Mais chez lui, la force se mariait à la grâce. Même à travers sa mauvaise fortune, perçait un reflet de noblesse et de commandement, souvenir de ses premiers jours. C'est alors que le jeune homme rencontra Marie Doulès, qui devait succomber au charme de l'étranger. Marguerite Altin indique dans ses supplications qu'il aurait épousé cette jeune personne en la paroisse Saint-Martin de Marseille et que celle-ci lui apporta une dot de 20 000 écus. Si leur union eut bien lieu dans cette paroisse le 15 décembre 1741, sa nouvelle épouse n'était certes pas une jeune personne. En effet, l'acte de mariage renseigne qu'elle avait 40 ans et donc 10 ans de plus que Jean Altin. Bien qu'il n'ait alors pas encore fait le choix de ce nom de Jean Altin, c'est ainsi que nous le désignerons désormais afin de favoriser la compréhension de l'histoire. Car en réalité, Altin ne prit pendant longtemps que le nom de Joannis, et n'y ajouta, suivant l'usage d'Europe, celui de son père, que vers 1750. Jean Altin est donc désormais marié, et sa nouvelle situation lui a certainement procuré une condition sociale plus favorable. Il est en revanche peu probable qu'elle ait fait de lui une sorte de nanti subitement doté d'une manne de 20 000 écus, comme cela a pu être affirmé et repris maintes fois. Au contraire de cela, depuis 1743, nous l'avons vu sollicitant partout des secours et contraint de s'arrêter devant le moindre obstacle pécuniaire. Si, comme il est probable, sa femme lui donna quelque argent, ce fut, outre des secours passagers, celui qui dut fournir aux frais de son voyage à Paris et de son établissement à Castres, et la somme put être assez modique. En effet, Jean Altin, peu après son mariage, nourrit le projet de se rendre à Paris. Il indique à ce sujet dans son projet de plantation de coton: la température de la partie méridionale de la France et la nature du terrain ne me laissèrent point douter qu'il ne fût très possible d'établir avec succès dans le Languedoc des plantations de coton. Je commençai à l'entreprendre en 1743, et comme je ne crus pas devoir travailler à l'utilité publique à mes propres dépens, je me rendis au mois de septembre à Paris. Ainsi, à l'inverse de ce que Marguerite avait affirmé et qui fut maintes fois repris par la suite, c'est à sa propre initiative que Jean Altin décida ce voyage. On pouvait en effet lire dans les supplications rédigées par sa fille: Altin fut mandé par Louis XV de se rendre à la cour. Le monarque, qui sentit les avantages que pouvait retirer la France des connaissances de cet étranger, lui promit sa protection, le décora d'une médaille et lui assura par provision une pension de 300 livres. En réalité, le voyage à Paris au mois de septembre 1743 ne fut point le résultat d'un ordre de la cour, qui ne songeait guère à Altin, mais l'effet de sa volonté et le commencement d'exécution de ses projets, ce qui n'ôte d'ailleurs rien à leur mérite. Jean Altin arrive donc à Paris et obtient du contrôleur général du commerce une lettre d'introduction pour l'intendant de la province dans laquelle il se proposait de faire ses essais. Or, il souhaite s'établir à Castres, qu'il assure être très propre pour cette production. Il aurait en réalité pu faire le choix de cette région car sa femme, Marie Doulès, était originaire de Saint-Pons, ville qui touche au pays castrais, et qu'elle y avait probablement des affaires ou des relations. Les États du Languedoc lui ont donc attribué un terrain en 1744. À Castres, Altin semble avoir vécu bien loin de la position favorable décrite par sa fille Marguerite dans ses supplications. Il indiquera dans son mémoire, justifiant ainsi le peu de résultats obtenus: on m'envoya de la graine de coton d'Amérique, qui est de toute autre espèce que celle que je demandais, au lieu que celle de Smyrne est grise, plus tendre, et donne un arbrisseau qui ne craint pas le froid. Les États du Languedoc indiqueront en effet: cette première épreuve n'a pas eu tout le succès qu'on aurait pu souhaiter. Mais comme l'établissement dont s'agit serait fort utile s'il pouvait réussir, il est naturel de ne pas se décourager après une première épreuve. C'est ainsi que le montant de l'indemnité évoqué lors de la précédente séance était fixé à la somme de 300 livres. Mais que représentait réellement cette somme à l'époque? Il faut savoir que le salaire annuel d'un tisserand ou d'un maître d'école pouvait atteindre 150 livres, tandis qu'un domestique percevait 50 livres par an. Rapprochant ces sommes des 24 000 livres que la comtesse de Matignon réglait chaque année à son coiffeur, à seule fin que celui-ci réalise chaque jour un nouveau dessin de perruque, cela donne un aperçu des inégalités sociales de l'époque. C'est ce qui fera dire à Jean-Jacques Rousseau: il faut de la poudre à nos perruques. Voilà pourquoi tant de pauvres n'ont point de pain. En effet, au XVIIIe siècle, nobles et bourgeois avaient pris l'habitude de blanchir les perruques avec de la farine de blé. Après l'attribution de cette indemnité de 300 livres, Jean Altin poursuivit donc ses essais à Castres. Ne parvenant pas à obtenir les graines de Smyrne qu'il espérait, il indiquait: je fis ramasser de la graine qu'on trouve dans ce pays, attachée au coton qui vient du Levant, et je la semai dans un champ près de Castres. Mais cette graine ne pouvait guère bien réussir. Il est certain, néanmoins, que j'en aurais eu davantage, n'eût été le ciel froid et vente de Castres. On voit bien ici que le climat de Castres, jugé tout à fait approprié par Jean Altin dans un premier temps, ne lui paraissait désormais plus aussi favorable. Il précise alors: sur ces réflexions, je me rendis à Montpellier, où le climat plus chaud et le vent marin, si favorable à la plante de coton, qui souffle très souvent, me faisait espérer un meilleur succès.
Il quittait donc le pays castré en 1745 pour tenter la culture du coton à Montpellier. La récolte réalisée l'année suivante fut encourageante. 2 ans plus tard, en 1748, Marie Doulès donnait naissance à Marguerite. Une plantation de coton fut tentée sur une plus grande échelle en 1751. Si Jean Altin reçut encore une fois le soutien des commissaires de la Société royale, qui regardèrent ses pieds de coton comme prometteurs, l'intendant n'entendit pas les choses de cette manière et refusa d'accorder son aide à de nouvelles tentatives. Durant son séjour à Montpellier, Jean Altin utilisa encore ses ressources à la construction d'une machine à éplucher le coton, inspirée de celle qu'il avait pu voir fonctionner en Orient, et présenta son projet en 1753 à la Société royale. Mais il ne put obtenir le soutien réclamé pour développer ce projet d'une machine à éplucher un coton que l'on ne parvenait pas à cultiver sur nos terres. Ainsi, les inventions de Jean Altin, loin d'être regardées comme des merveilles, comme Marguerite sa fille a pu l'écrire, n'avaient encore une fois pas trouvé le succès attendu. Après avoir quitté Montpellier en 1754, Jean Altin semble avoir résidé un temps dans le Lyonnais. Cela ressort du traité de la Garance publié par Jean-Claude Flachat, directeur de la manufacture royale de teinture de Saint-Chamond, connu pour y avoir développé et amélioré les techniques tinctoriales. Paul Masson, dans son Histoire du commerce français au XVIIIe siècle, confirme ce fait en ajoutant même que l'énigmatique persan Jean Altin, attaché d'abord à la fabrique des Flachats, commença ses essais de culture à Saint-Chamond. Monsieur Flachat nous apprend que Jean Altin, en sortant de ma fabrique, se retirait à Avignon. Altin avait donc abandonné le coton, mais n'avait nullement perdu cette volonté farouche de voir ses années de captivité porter leurs fruits et le mener à la réussite. Or, durant sa longue captivité en Anatolie, il avait aussi travaillé dans les champs de Garance. Il faut ici placer au rang de fable les indications maintes fois reprises qui ont couru sur ces graines de Garance introduites par Altin en France, au péril de ses jours, dans le creux d'un bâton, dans la semelle de ses souliers, etc. Altin n'avait pas même apporté les graines de coton qui furent longtemps le premier et le seul objet de ses expériences. Or, ayant parcouru à de nombreuses reprises le comtat venessin dans le cadre de ses voyages, Jean Altin avait constaté que la nature du sol et le climat paraissaient offrir des analogies avec l'Anatolie. Il n'est que voir les similitudes de paysages rencontrés entre les plaines et montagnes de ses origines et celles de notre région pour pousser l'imagination à croire que Jean Altin aurait pu se figurer qu'il était de retour dans le Levant. Mais ces analogies ne furent pas seules à motiver son projet, s'agissant plutôt d'un début de conjoncture favorable qui pouvait laisser présager une certaine réussite. Il faut cependant rappeler ici que le comtat venessin, possession du Saint-Siège depuis le XIIIe siècle, était un état pontifical enclavé au sein du royaume de France. La papauté dirigeait l'administration et ce petit état était entouré de tous côtés par les douanes françaises, qui resserraient le comtat et paralysaient complètement l'exportation de ses produits industriels et agricoles. Aux dures prohibitions qui touchaient les habitants de cette contrée s'ajoutèrent des hivers rigoureux. Une constante intempérie des saisons détruisait leurs oliviers et leurs vignes, de sorte que les récoltes en vin et en huile étaient nulles ou ne se vendaient qu'au plus vil prix. On comprend alors que de pareils sujets de découragement aidèrent sans doute les cultivateurs à vaincre les préventions qu'ils avaient d'abord manifestées contre la culture de la Garance. C'est ainsi que Jean Altin arriva dans notre région en 1756 et put bénéficier du patronage d'une certaine Madame de Closonnette. Il établissait une garancière à Avignon dans une terre que celle-ci lui confia sur les bords du Rhône. Fort d'une première réussite, Jean Altin s'adressa au consul de la ville d'Avignon, qui lui donna ordre de consigner des racines de Garance afin de faire l'essai de leurs propriétés tinctoriales. Le 30 juin 1763, Jean Altin présentait au conseil de la ville un mémoire dans lequel il indiquait « Cette épreuve ayant été récemment faite par le sieur d'Escris, teinturier, celui-ci avait reconnu et rapporté que ces racines étaient véritablement bonnes pour la teinture rouge et qu'ayant été récoltées dans le terroir d'Avignon, elles pourraient au moyen d'une plantation plus étendue remplacer les racines qu'on achète à grand prix chez l'étranger. » Malheureusement, ce jour-là, les propositions d'Altin ne devaient pas seules occuper les esprits, et au milieu d'un véritable déluge de nominations dont la liste serait trop longue à épuiser, on comprend d'avance que Altin ne pouvait se faire entendre qu'à demi en présentant sa requête. Un homme pourtant était présent dans l'assemblée, M. Joseph-François-Xavier de Cêtre de Pérussy, marquis de Caumont, amateur zélé des sciences à l'esprit avisé. Celui-ci invita Jean Altin à cultiver la Garance sur l'une de ses propriétés à Caumont, lui permettant de loger dans une demeure lui appartenant dont il lui céda l'usufruit. Certains textes renseignent que le marquis accueillit Altin dans un de ses domaines, l'île du Loup à ce qu'on dit, où il lui confia l'exploitation d'une de ses terres. D'autres ont indiqué que la première garancière se serait située sur le domaine de Vassereau, qui correspondrait au quartier des Balarucs, dit des Herbages. Or, ce quartier est très proche de l'île du Loup, ce qui permet de dire que les plantations de Garance ont été réalisées dans le courant de l'année 1764, à la limite orientale de la ville de Caumont, non loin des berges de la Durance. Jean Altin put enfin connaître une période clémente et bénéficia à partir de ces années-là d'une certaine aisance.
Nous savons alors qu'il se maria à nouveau en 1764 avec Marie Bourgeois, une Avignonnaise. Il existe très peu d'informations sur ce mariage, mais également sur le sort de sa précédente union avec Marie Doulès. Certains ont affirmé qu'il était devenu veuf, d'autres qu'il aurait abandonné sa précédente épouse, ce qui a pu faire dire de lui qu'il était bigame. Quoi qu'il en soit, Jean Altin était bien marié avec Marie Bourgeois, dont il aura un enfant puisque sa nouvelle épouse donnait naissance à une petite Louise en 1767. Durant ces années, la Garance se développe honorablement sur les terres de Caumont, de sorte qu'en 1768, M. de Lesbros a pu dire « Monsieur le marquis de Caumont a formé dans sa terre aux environs d'Avignon une garancière qui a fort bien réussi, et il continue de faire cultiver de la Garance avec des avantages décidés. » Le succès futur de la Garance était donc discrètement amorcé. Les cultures prenaient de l'ampleur et surtout se répandaient sur le territoire dans les nombreuses zones de palus qu'il comptait. Cela a pu faire dire que la culture de la Garance n'obtint des développements réels qu'après son introduction dans les palus. En réalité, le succès ne fut pas immédiat. En effet, un document des archives de Monteux révèle que la Garance s'introduisit pour la première fois dans cette commune en 1770. Or il fallut attendre encore quelques décennies avant d'assister à l'essor tant attendu de la Garance. En 1772, alors que les prémices de cette future expansion s'amorcent dans les palus, Jean Altin pour sa part connaît de nouvelles difficultés lorsque sa seconde épouse Marie Bourgeois, aliénée mentale, doit être hospitalisée à Avignon, à l'hospice des insensés confiés au pénitent noir de la Miséricorde. Lui-même serait tombé malade à son tour. Il ne semble pas difficile à croire qu'à cet âge avancé, et après avoir mené plusieurs existences tumultueuses et passionnées, il ait été usé par la vie et grandement affaibli. C'est ainsi qu'à l'âge d'environ 62 ans, Jean Altin mourait, le 18 novembre 1774. Ainsi donc, Altin n'a pas trouvé en France, comme sa fille ou lui ont dit par vanité, un riche mariage à faire, pas plus qu'un roi prêt à lui donner des honneurs et des pensions. Arrachant à l'indifférence du pouvoir quelques secours, fort insuffisants en eux-mêmes, il s'en est vu privé au premier échec subi, et sa persévérance a dû faire le reste. Après la mort de Jean Altin, la culture de la Garance a mis de nombreuses années avant de prendre réellement de l'ampleur. Ceci s'explique à la fois par le contexte général qui devait conduire, comme on le sait, à la Révolution française de 1789, mais aussi à la situation toute particulière du comtat qui, comme on l'a vu, était alors un état pontifical enclavé, cerné de tous côtés par les douanes françaises. Cette particularité du comtat venessin trouva son épilogue lorsque le 18 août 1791, les députés de chaque commune décidèrent le rattachement du comtat à la France en l'église Saint-Laurent de Bédaride. Le 14 septembre 1791, Louis XVI ordonnait la réunion d'Avignon et du comtat venessin à la France. Le développement de la Garance devait avoir lieu plus tard, car les intérêts commerciaux trouvaient peu de place dans les esprits à cette époque, où des intérêts plus palpitants que ceux de l'industrie et de l'agriculture déchaînaient les passions politiques. Cependant, la Garance continuait à se répandre dans le Vaucluse, et l'année 1833 vit l'industrie vauclusienne s'élever par le chiffre de ses exportations au-dessus des années les plus prospères. L'on peut bien dire alors que la Garance se développa grâce à son introduction dans les palus. C'est en effet sur ces terres que la Garance produite était d'une qualité supérieure, lui permettant d'être convoitée internationalement et même d'être reconnue à l'exposition universelle de Londres en 1851. Cette réussite était bien due en premier lieu à la qualité de la teinture extraite. Or cette qualité était rendue possible par la nature du sol et plus particulièrement les terres marécageuses du quartier des Palus dans la commune de Monteux. C'est ce quartier qui produisit très vite la meilleure qualité de Garance car le sol convenait parfaitement à cette plante. C'est ainsi que deux qualités de teinture produites dans le comtat se distinguèrent sous les termes de Garance palue et Garance rosée. Afin d'expliquer la qualité des poudres de Garance, un ingénieur, M. de Gasparin, a remarqué que les terres du Palus, qui produisent les plus belles Garances, renferment toute une quantité plus ou moins grande d'hydrochlorate calcaire. En 1834, il situait ce territoire dans les communes de Lille, Velleron, Le Thor, Monteux et Entraigues. Cette terre, qui fait le fond d'une plaine arrosée par la Sorgue qui a été anciennement submergée par de vastes marécages qui suivaient le cours de cette rivière, était bénéfique pour la Garance car légère, humide et homogène, exempte de gravier qui, lors de l'arrachement, nuit et diminue les récoltes en brisant les racines. Les racines de Garance récoltées devaient être triturées afin d'en extraire la poudre destinée à la teinture. Pour cela, il fallait des moulins. C'est ainsi que dans le département de Vaucluse, un grand nombre de moulins à farine ont été convertis en moulins à Garance et partout où on a pu établir une prise d'eau, il s'est formé une de ces usines. De telle sorte qu'en 1801, on dénombre 3 fabriques de poudre à Garance en Vaucluse. 70 étaient recensées vers 1860. C'est l'âge d'or de la culture de Garance en Vaucluse qui fournit 65% de la production mondiale. La Garance a donc permis l'essor économique du Vaucluse tant par son agriculture que par les industries générées.
Hélas, le déclin de la culture de Garance devait être aussi fulgurant que ne l'avait été son ascension. Les causes exactes et multiples de ce déclin pourraient faire l'objet d'un mémoire en elles-mêmes, aussi ne seront-elles évoquées que superficiellement ici. Il convient tout d'abord de faire taire les légendes ayant pu courir à ce sujet, la première d'entre elles concernant les pantalons rouges de nos soldats. Il est vrai qu'en 1829, Charles X imposa aux soldats français le pantalon et le képi rouge Garance, qui lui permettaient alors de repérer aisément son frère d'armes sur les champs de bataille noyés par les écrans de fumée des canons. Cet usage est demeuré longtemps, trop longtemps même, pourrions-nous dire. Il fallut attendre le 9 juillet 1914 pour qu'il soit définitivement abandonné au profit d'un uniforme plus discret de couleur bleu horizon. En effet, l'armement ne produisant plus autant de fumée, les pantalons rouges faisaient de nos soldats des cibles bien faciles. C'est pourtant vêtus de ces pantalons, qui n'ont pu être remplacés au pied levé dans les débuts de la Première Guerre mondiale, que les soldats sont partis sur le front en 1914. Mais l'abandon de ces pantalons rouges ne peut être rendu responsable d'un déclin qui se confirmait déjà depuis la fin du XIXe siècle. Une cause essentielle est également évoquée sur les motifs de l'abandon de la production de Garance, la découverte de l'alizarine artificielle, l'alizarine étant le nom donné au principe colorant de la Garance. C'est en effet en 1868 que deux ingénieurs allemands, Grab et Liebermann, découvraient l'alizarine synthétique, sonnant le glas d'une Garance naturelle déjà sur le déclin. En réalité, de multiples causes contribuèrent à précipiter l'abandon de cette culture, faisant ainsi tomber le Vaucluse dans une dépression dont il ne se releva que de nombreuses années plus tard, en se reconvertissant dans le maraîchage et l'arboriculture, ainsi que dans de nouvelles activités industrielles. La Garance a donc apporté durant un siècle la prospérité dans le Vaucluse, mais tout ceci n'aurait pu être possible sans l'intervention d'un homme, Jean Altin. Un fait suffira pour caractériser l'immense service rendu au comtat par Altin. Tout le territoire de la commune de Monteux a centuplé de valeur. Il y a 50 ans, on jouait au dé et on échangeait contre un dîner un carré de terre qui constitue aujourd'hui la fortune d'une famille. Alors, disait M. de Gasparin, habitants des rives de la Sorgue, préparez les récompenses et les couronnes. La reconnaissance cherche ce bienfaiteur dont le génie a deviné ce qui devait soulager votre misère. Hélas, elle n'a trouvé que ses cendres dans le cimetière d'un hôpital, où elles gisent sans monument et vous accusent d'ingratitude. Mais l'ingratitude n'eut qu'un temps. Peu à peu, les consciences s'éveillèrent pour qu'enfin soit honoré l'étranger qui permit, à l'issue de son long voyage, d'enrichir tout un département. Toutefois, avant d'évoquer ces hommages tardifs mais nombreux, il convient dans un premier temps d'en savoir un peu plus sur cette fameuse plante objet de tant de convoitises et qui fit la richesse de notre région. La Garance est une plante issue de la famille des Rubiacées, une famille complexe qui compte plus de 10 000 espèces. Deux types de Garance se distinguent, la Garance des voyageurs et la Garance des teinturiers. Quoique les deux plantes soient très ressemblantes, c'est bien évidemment cette dernière espèce dite des teinturiers qui était, comme son nom l'indique, fameuse pour ses capacités tinctoriales. Il s'agit d'une plante à racines vivaces dont les tiges annuelles d'environ 1 mètre sont couchées ou grimpantes, munies de feuilles lancéolées, c'est-à-dire en forme de fer de lance, couvertes comme les tiges d'aiguillons crochus. Les fleurs sont jaunes et donnent des baies doubles, noires lorsqu'elles sont mûres, de la taille d'un pois. Mais la Garance des teinturiers, dont les charmes discrets pourraient lasser plus d'un indifférent, ne se dévoile pas au premier venu et réserve ses vertus au connaisseur, qui cherchera sous terre tout l'attrait de ses racines. C'est en effet au cœur de ces racines traçantes que se trouve le principe actif qui, après de multiples traitements et triturations, permet d'obtenir la poudre utilisée pour la teinture. Cette poudre avait de multiples usages et servait à la teinture de la laine, de la soie, du coton, des pantalons et képis de nos soldats, comme on l'a vu, ou des indiennes de Provence. En attendant une bonne croissance des racines, la Garance fournissait un très bon fourrage. Il est d'une excellente qualité, presque aussi estimé que la luzerne. On sait qu'il a la propriété de teindre en rouge les os des animaux qui en mangent. Pour la récolte de la Garance, on faisait appel à la main-d'œuvre des régions environnantes. Certains venaient même des Alpes louer leurs services pour l'arrachage des racines. C'était un travail pénible car il fallait creuser des tranchées allant jusqu'à 1 mètre de profondeur pour ne pas abîmer les racines lors de l'extraction. L'outil utilisé s'appelait la fourcassa, une lourde fourche à 3 dents. Les racines étaient ensuite mises à sécher avant d'être emmenées à la fabrique où on les écrasait, les tamisait et les triturait pour en obtenir une poudre qui était prête à être vendue après d'âpres tractations. Un café d'Avignon accueillait les négociants pour discuter ses prix. Il se situait sur la place Pie avant d'être détruit au début du XIXe siècle et l'on trouvait sur sa devanture une statue en bois de Jean Altin. La Garance occupa longtemps les esprits, et pour cause, et le nom de cette plante miraculeuse trouva même sa place dans le calendrier républicain instauré suite à la Révolution française,
qui avait fait disparaître tous les noms de saints et autres fêtes religieuses pour les remplacer par des mots appartenant surtout au langage de l'agriculture. C'est ainsi que la Garance était associée au 23 Brumaire, 13 novembre de l'année républicaine. Le mot Garance est particulièrement répandu dans notre région. En effet, de nombreuses résidences, des lotissements, des rues portent ce nom, et ce particulièrement dans un village pour qui la Garance revêt une teinte toute particulière. Il s'agit bien évidemment du village d'Alten-des-Palus. Si ce village n'avait pas été cité jusqu'alors, c'est parce qu'il n'existait tout simplement pas encore au début du XIXe siècle. C'est pourquoi aucun des textes cités ne fait référence à cette commune bien nommée, certainement le plus grand et le plus durable témoignage de la reconnaissance due à Jean Altin. Mais la commune d'Alten-des-Palus n'a pas émergé du vide et des champs de Garance. Il s'agissait en réalité d'un quartier appartenant à la ville de Monteux, le quartier dit des Palus, dont il a été distrait pour trouver son autonomie. Cela n'a pas été sans heurts, et ce n'est qu'au terme de multiples démarches et sollicitations que les habitants des Palus ont pu obtenir leur indépendance. Il fallut bien la prospérité apportée par la culture de la Garance pour qu'à l'issue de nombreuses tentatives, les Palus de Monteux soient enfin érigés en commune le 4 juin 1845 par le roi Louis-Philippe. La création du village d'Alten-des-Palus était donc sans conteste le plus grand témoignage de reconnaissance qui pouvait être porté à Jean Altin et à la plante qu'il eut le bonheur d'introduire dans notre région. Mais ce ne fut pas la seule marque de considération. D'autres hommages furent rendus à l'étranger qui fit la richesse de tout un département. Toutefois, ces hommages ont tardé à honorer la mémoire de Jean Altin. En effet, ce n'est qu'en 1821, soit 47 ans après sa mort, que le Conseil général de Vaucluse fit enfin graver une modeste plaque de marbre en son honneur. En 1829, c'est un botaniste qui lui rendait hommage d'une belle et durable manière. En effet, Félix Petit, botaniste du midi de la France, découvrait dans l'île de la Camargue une petite plante vivant au-dessous de la surface de l'eau de l'étang salé de Valcarès. Elle n'appartenait à aucun genre connu, il lui donna le nom d'Alténia, en mémoire de Jean Altin qui a enrichi le midi de la France en y répandant la culture de la Garance. Il fallut attendre l'année 1847 pour qu'une statue en bronze soit érigée en l'honneur de Jean Altin dans le jardin du Rocher des Dons à Avignon. Œuvre des frères Briand, cette statue pesait 22 tonnes et mesurait 3,50 m de haut. La statue de bronze d'Altin resta à Avignon jusqu'en 1936, date à laquelle Louis Gros, à l'époque maire de la ville, l'offrit au maire d'Alten-des-Palus, M. Perrin. Elle fut installée sur la place de ce village et inaugurée lors d'une manifestation qui eut lieu le 14 août 1938. Mais des heures sombres attendaient la France, et la statue, victime de la Première Guerre mondiale, ne devait pas trôner longtemps sur cette place. En effet, en 1943, l'occupant allemand l'emporta afin de la faire fondre. Pourtant, si l'on a dit souvent que la statue de Jean Altin avait été transformée en canon, cette information ne semble pas se confirmer à la lecture d'un document issu des archives municipales d'Alten-des-Palus. Ce document révèle en effet qu'en 1945-46, des recherches ont permis de savoir que cette statue se trouvait entreposée à Marseille sur les quais du bassin de la Joliette. Il fallut attendre le 8 juin 1988 pour que une nouvelle statue, réalisée par M. Louis Ball, soit installée dans le jardin du Rocher des Dons. Le 17 septembre 2005, le village d'Alten-des-Palus inaugurait une statue de Jean Altin, réalisée par Marcella Kratz, sculpteur d'origine allemande, dont le projet avait été approuvé par référendum auprès des habitants. À chaque fois que le nom de notre village est prononcé, qu'il est imprimé sur un document, c'est le nom de Jean Altin qui se répète et se grave dans les esprits. Beaucoup se sont interrogés sur l'image que l'on devait garder de ce personnage ambigu. Mais est-il besoin d'être un héros ou un saint pour que soit reconnue l'œuvre d'une vie simplement humaine, dont le bénéfice a profité à tous et qui a changé le cours de l'histoire pour toute une population ?